On va passer au Positive Award. C'est parti. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Merci Charles. Bonsoir à tous et toutes. On fait la dernière partie, la dernière séquence de cette soirée, la remise des prix. Je pense qu'on l'attend tous. On a reçu de nombreuses candidatures, très nombreuses même, mais de très très bonne qualité. Alors contrairement à... Pardon. Je vais prendre le contre-pied d'Albert, mais contrairement à ce qu'on dit sur la réglementation, là on a quand même des engagements qui sont volontaires. Et je remercie au nom du jury toutes les entreprises qui ont participé. Elles montrent leur capacité d'innovation sociétale, notamment en faveur d'un monde qui soit plus durable, qui puisse être plus coopératif, plus social et plus écologique, mais ils vont vous expliquer ça mieux que moi. On a débattu très longuement sur chacune des catégories et des candidatures et on a étudié avec une grande attention chacun des projets et dans chaque détail. Je tiens à remercier donc le jury qui est présent ce soir pour leur implication sans faille parce que ça a été long, la qualité des débats qui font qu'aujourd'hui on est quand même très fiers de remettre ces awards. Et les 4 thématiques sont donc d'abord l'innovation sur l'impact carbone, la deuxième portée sur le changement du modèle d'affaires, la troisième sur la politique d'achat responsable, la quatrième c'était un coup de cœur du public et donc vous avez tous frénétiquement voté sur LinkedIn et sans bouder le plaisir de Charles de voir chaque jour monter les likes sur la publication, donc merci à vous. Puis on va arrêter là pour le suspense, je passe la parole à Lucie pour remettre les prix. Merci beaucoup Florian. Alors pour le premier prix qui vise à récompenser l'innovation pour réduire son impact carbone, 2 entreprises sont arrivées ex aequo. On peut applaudir le Gros Crochet et le groupe de presse et Drap. Alors je vais d'abord donner la parole au Gros Crochet, à Clara et Marion de l'équipe RSE qui vont nous décrire le projet. Hop, oui, il faut le petit... Bonjour à tous, alors merci beaucoup d'avoir voté nombreux pour notre projet Legacy Bas Carbone. Alors je vais en dire 2 mots. Donc en fait le Gros Crochet c'est la marque Yves Rocher notamment, Petit Bateau également, donc c'est plutôt une marque de grande consommation qui donc produit des millions de produits tous les ans. Donc comme tout le monde, on est entreprise à mission depuis 2019, on a une stratégie carbone, etc. Ça c'est plutôt bien établi, d'accord ? Donc ça existe depuis de nombreuses années et ça nous permet de dessiner une trajectoire à 2030, 2040, etc. De manière assez conventionnelle, je dirais. Mais finalement, quand on a commencé à parler de carbone aussi beaucoup avec nos collaborateurs, etc., on s'est rendu compte de plusieurs choses. D'une part, ils avaient beaucoup de mal à approprier le sujet. C'est-à-dire globalement, nos partenaires, nos salariés, etc., avaient beaucoup de mal à approprier le sujet. Et surtout, c'était perçu de manière extrêmement négative. C'est-à-dire que ça n'incitait pas les gens à rentrer dans l'action, en fait. C'est-à-dire que le carbone, ça fait peur. C'est anxiogène, en fait, le changement climatique. Donc, en fait, les collaborateurs et globalement, l'écosystème n'avaient pas forcément envie de travailler là-dessus. Donc, on s'est dit, alors on a aussi une opportunité énorme, c'est qu'on est une entreprise qui existe depuis plus de 60 ans, qu'on est basé en Bretagne. Tous nos sites industriels sont sur, du coup, un territoire assez restreint, ainsi que nos sites logistiques. Donc, on s'est dit que là, on avait peut-être l'occasion, sur cette zone-là, de transformer un petit peu, de créer une sorte de laboratoire à ciel ouvert qui permettrait d'expérimenter, finalement, une transition plus rapide, plus inclusive, plus innovante sur le sujet du carbone. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini 5 manières d'agir. On appelle ça comme ça, d'accord ? Et ces manières d'agir, en fait, elles vont adresser, finalement, les gros piliers du bilan carbone moyen d'un Français. D'accord ? Comme ça, chacun retrouve quelque part une capacité à s'intégrer dans le projet. Alors, la première manière d'agir, c'est bien sûr la transition énergétique de nos infrastructures. On a quand même 3 grosses usines, des centres logistiques, des fermes aussi, parce qu'on a des exploitations agricoles. Donc, on a regardé avec chacune de ces exploitations comment on pouvait décarboner complètement. La sobriété au maximum, les énergies renouvelables, l'électricité verte. Voilà. Donc, on a vraiment cherché à décarboner au maximum. Et pour faire ça, on a cherché aussi quelle était l'énergie la plus logique dans le territoire. Vraiment, l'intérêt de le faire sur le territoire, c'était vraiment qu'on pouvait s'imprégner et travailler avec des partenaires à l'échelle humaine, en fait. On n'était plus sur un modèle international un peu complexe à approprier. On avait des gens autour de nous, des salariés, des partenaires, etc., qui devenaient vraiment des compagnons de jeu.
Et donc on a regardé quelle était l'énergie la plus disponible sur le territoire, et il se trouve que on a sur le territoire de Lagacy pas mal de bois, ou en tous les cas pas mal de haies, qui méritent encore d'être entretenus, puisque en fait on a refusé, le maire de Lagacy à l'époque a refusé le remembrement en 1970, donc en fait on a un paysage qui est créé encore de beaucoup de ces haies. Et en même temps une vraie problématique au niveau des agriculteurs du territoire, pour qui entretenir ces haies c'est coûteux, etc. Et en même temps on sait combien ces haies sont importantes pour la biodiversité. Donc on a choisi d'implanter en fait des chaudières biomasse dans nos usines qui tournent au bois. Et en fait ce bois il provient de l'élagage des haies sur lesquelles on a travaillé avec les agriculteurs pour qu'ils replantent des haies, on élague les haies et c'est bien sûr du coup les coproduits d'élagage de ces haies qui viennent nourrir les chaudières. Donc on leur fournit un revenu et nous effectivement ça nous produit de l'énergie. Le tout sur un rayon très local. Donc ça c'est le deuxième pilier, finalement cette filière bois durable. Le troisième pilier, c'est l'alimentation. On a vraiment travaillé aussi avec notre prestataire de restauration. Là, vous savez, l'alimentation, c'est hyper important aussi dans le bilan carbone des Français. Donc, on a vraiment travaillé à avoir des filières locales, une offre plus décarbonée, des paniers bio pour les salariés, etc. Donc, vraiment de travailler avec eux aussi sur ce sujet de l'alimentation. On a travaillé sur la mobilité, c'est la quatrième manière d'agir. Alors là, on a travaillé avec la région, avec les collaborateurs, avec les institutions pour mettre à disposition en fait, des solutions de mobilité décarbonées, des voitures, des vélos, donc des pistes cyclables, si sur des vélos il faut des pistes cyclables, des lignes de bus, etc. Et puis on a travaillé aussi sur le transport de marchandises entre nos usines, où là on a tout passé sur un carburant vert d'origine végétale qui nous permet, ou sur l'électrique qui nous a permis de réduire de manière très importante nos émissions de carbone. Et enfin, la dernière chose, c'est la sobriété numérique, qui est aussi un sujet d'actualité. Et donc là, on a formé tous nos collaborateurs à la sobriété numérique, sur les usages. Voilà, donc avec ces 5 piliers, ces 5 manières d'agir, en fait, on va faire un résultat très rapide, parce qu'à 2025, on aura déjà décarboné 75% de notre scope 1 et 2, d'accord, donc l'année prochaine. On sera passé à 85% d'énergie renouvelable, on aura formé 100% de nos collaborateurs, et on aura des labellisations externes, notamment le label A, etc. Voilà, donc comment on fait finalement de quelque chose qui peut être un peu angoissant, où on se demande tous comment prendre le sujet, quelque chose qui vient répondre aux besoins de chacun, où chacun peut s'investir et trouver une manière d'agir, et quelque chose finalement de très embarquant pour nos collaborateurs qui génère aussi beaucoup de fierté. Merci beaucoup, Clara. Et je donne la parole à Gilles, directeur marketing du groupe de presse Ebra. Je pense ici. Bonsoir à tous. C'est une grande fierté, évidemment, pour tout le groupe Ebra de recevoir ce prix. Je voulais quand même remercier 366 et puis Elmi et puis évidemment Petite Compagnie pour l'organisation de l'événement, et puis aussi de promouvoir aussi les belles initiatives positives. Parce que c'est important aussi pour nous, pour les salariés, pour tous les collaborateurs, parce que vous le disiez, en fait, c'est vraiment l'affaire de tous et du quotidien. Donc c'est important aussi pour eux d'avoir ce genre de reconnaissance. Merci au jury évidemment, parce que comme je viens de dire, au-delà de ce plaisir évident et cette fierté évidente de recevoir un prix, c'est quand même un effort quotidien, une motivation, une énergie que chacun doit avoir dans l'entreprise. Et c'est ça la clé du succès, je pense. Et donc ce genre de prix permet de rebooster un peu les énergies. Alors, chez Ebra, on s'est, en termes de décarbonation, on s'est fixé des objectifs qu'on juge assez ambitieux. On fait tous les ans depuis 2021 un bilan carbone. En 2023, on a dépassé notre objectif qui était de décarboner à 10%, enfin de réduire de 10% nos émissions. On l'a dépassé. En 2040, on va atteindre les 40% de réduction et être totalement décarboné en 2050. Ça paraît loin, mais on est quand même dans un secteur où on manipule beaucoup de papier, il y a beaucoup de transport, enfin donc on part de loin quelque part aussi. Et d'où l'importance aussi pour nous, groupe média, d'être modèle et essayer d'évangéliser aussi la pratique. Bon, je le disais, c'est l'affaire de tous, donc je salue les équipes RSE comme qui sont ici ce soir, qui font un boulot incroyable pour arriver à évangéliser et à faire en sorte que cette pratique soit répandue dans toute l'entreprise. Pour arriver à ces résultats, on a pas mal d'initiatives, que ce soit la fresque du climat, on en a parlé tout à l'heure, on travaille sur nos fournisseurs, parce qu'effectivement, tous les transporteurs, les achats de papier, c'est des quantités qui sont quand même importantes. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail là, mais on a créé quelques vidéos que je vous invite à aller voir sur notre site, le site du groupe Ebra, la presse en circuit court,
parce que c'est un des axes qu'on s'est fixé, c'est d'arriver à réduire cet approvisionnement à distance, réduire les distances parcourues par les transporteurs, etc. Voilà, donc encore un grand merci à tous, et puis ça nous motive pour aller encore plus loin. Ah, et je vous rends ça peut-être. Je vous rends ça. On va passer maintenant au prix qui récompense la transformation de modèle d'affaires. Et on peut applaudir la régie Bayard Média Développement. Et puis j'appelle Fabienne. Peut-être avec le micro, avec le fil. Ouais. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous sommes très heureux, le groupe Bayard et sa régie publicitaire Bayard Média Développement, de recevoir ce prix. Nous remercions le jury, bien évidemment, et toutes les personnes qui sont ici, parce que tous ensemble, nous sommes des traceurs de voix, comme Lisa a dit il n'y a pas très longtemps. Et ça, c'est important de le dire, parce que plus on tracera des voix, mieux on se portera tous ensemble. Alors moi, j'ai une question à vous poser, parce que ça fait 40 ans, j'ai l'air jeune, mais ça tient jeune. Je fais un métier qui est de vendre de la publicité. Et j'ai commencé en agence de publicité, puis ensuite, je me suis dirigée vers des régies publicitaires. J'ai repris mes études 2 fois, en prospective industrielle, où je me suis intéressée au climat en 1997, et puis ensuite un master spécialisé avant un MBA. Bref, tout ça pour vous dire que tracer sa voie, c'est aussi provoquer sa chance, et ça c'est important. Je voulais vous poser une question. Qui croit que la pub peut transformer les usages pour un monde plus durable ? Eh bien écoutez, j'ai beaucoup de gens à convaincre. Ça, c'est une bonne chose, parce que j'aime bien les challenges, donc ça, c'est une très bonne chose. En 2008, j'ai proposé à mon groupe de presse de créer l'URL Planète Durable. Ils m'ont dit non. Je leur ai dit, il faut créer un prix pour entraîner les lectrices de presse féminine vers un acte pour amener, en tout cas, au sein de notre société, une action durable. On m'a dit non. J'ai posé l'URL. 6 mois après, j'ai convaincu toutes les rédactions et on m'a demandé de racheter 1 € cette URL Planète Durable. C'était mon premier gros challenge. Ensuite, je suis arrivée dans d'autres groupes où j'ai toujours eu une action, en tout cas, qui allait dans ce sens-là. Quand je suis arrivée au sein du groupe Bayard il y a 7 ans, je me suis dit que c'est le meilleur endroit pour pouvoir tracer ma voie. En tout cas, tracer une voie ensemble. Et là, quand j'ai parlé de publicité, on m'a dit « pas la pub ». Pourquoi pas la pub ? Et quand j'ai proposé ce projet avec toute mon équipe, que je salue, et ils sont là, parce qu'ils ont été formidables à mes côtés, c'était les rencontres du consommer mieux. Il y avait de la pub, il y avait de la consommation. Là, on m'a dit double non. J'ai dit, laissez-moi faire au moins un pilote. J'ai fait un pilote. Les rencontres du consommer mieux, c'est qui ? Ce sont des anthropologues, des sociologues, des journalistes, des publicitaires, des experts en marketing, etc., qui sont venus, 15 sont venus, il y a eu 5 webinaires d'1 heure, 15 sont venus, et tous ont réfléchi à l'action, et des enjeux et des hommes étaient présents également, avec Olivier Classio. Ils sont venus et ils ont pendant 1 heure débattu sur le fait de transformer notre monde par le marketing et par la publicité. Et que le marketing et la publicité, j'ai tendance à dire, et j'avais fait une conférence là-dessus, avec David Garbous sur le marketing et la publicité, le couple infernal. C'est vrai que quand on parle chaîne, quand on parle, c'est de la surconsommation, et c'est vrai que le marketing et la publicité sont des acteurs de cette surconsommation. Mais on peut transformer les choses. J'y crois. Et donc, dans le modèle d'affaires, et nous avons réussi, c'est qu'on a transformé en termes de revenus, mais non pas en termes de revenus publicitaires, mais en termes de revenus de conseils, d'études et de d'autres insights et d'autres actions, et on a multiplié le chiffre d'affaires par 3. Et la photo, pardon.
Pour le prix qui récompense une stratégie d'achat responsable, on peut applaudir l'entreprise qui conçoit et qui fabrique des luminaires, Securlit. Isabelle et Edith, la direction RSE de Securlit, vont nous en dire plus. Bonsoir. Donc nous sommes évidemment très heureuses de ce prix que nous dédions à nos acheteurs, bien évidemment, et qui vont être tellement fiers. Donc Securlit, c'est une PME française qui est basée à La Ferté-Bernard et qui conçoit et fabrique des solutions d'éclairage pour l'ensemble de ses clients. Donc aujourd'hui, nous sommes certifiés depuis bien longtemps, depuis 2012, Origine France Garantie. Et notre politique achat repose bien évidemment sur la réduction de notre empreinte environnementale, ce fameux Scope 3, mais aussi sur une vraie volonté d'être un acteur social à impact avec notre engagement vis-à-vis de l'inclusion. Edith vous en dira plus dans quelques secondes. Donc, nous avons 99% de nos fournisseurs qui sont des fournisseurs nationaux, régionaux ou locaux et 40% qui se situent à moins de 200 km de notre usine. Et vous le savez, une vraie démarche achat responsable, c'est diagnostiquer, former, se doter des bons outils de pilotage et des bons outils également, des bons documents et enfin à former. Et donc c'est ce que nous faisons depuis 1 an. On a été aidé pour ça par la BPI et une experte en achat responsable, Sabine Jean-Dubourg, qui nous a accompagnés. Donc on a fait un vrai diagnostic pour Securlit et l'ensemble du groupe. On a formé nos 50 acheteurs. On s'est doté de tous les outils, code de conduite, etc. On a mis à jour tous nos outils d'achat responsable, ouverture de compte, questionnaire, achat fournisseur. Et enfin, il nous reste la dernière étape qui est informer, diffuser. Et c'est ce qu'on va faire à travers un webinar avec l'ensemble de nos fournisseurs à la rentrée. Et je passe la parole à Edith qui va vous présenter ce qu'on fait avec ce partenariat très particulier et qui nous tient vraiment à cœur avec l'ESAT de La Ferté-Bernard. Merci, bonsoir à tous. Donc l'ESAT chez Securlit, c'est 8 personnes, 8 travailleurs accompagnés d'un moniteur. Depuis 2011, on a fait le choix de les intégrer. Donc aujourd'hui, ce sont nos collègues, c'est pas l'ESAT, c'est pas les salariés de Securlit, c'est vraiment nos collègues. Ils participent à nos journées de convivialité, ils sont là tous les jours et ils font des parties, ils assemblent des parties de nos luminaires, soit en sous-ensemble, soit sur du one-shot. Ce que ça nous a apporté, c'est vraiment la prise de recul, ne pas s'énerver pour un rien, améliorer l'ergonomie. À ce titre, j'ai une petite anecdote. Donc, je fus chez Securlit responsable production pendant 4 ans. Et tous les matins, les AD passaient devant mon bureau et me disaient bonjour. Responsable production, c'est beaucoup d'heures, je vous apprendrai rien du tout. Et donc, un matin, à 8h, Anita passe devant moi et elle me dit « Edith, tu es moche aujourd'hui ». Voilà, j'étais moche. Et je lui dis « Ah bon, pourquoi Anita ?» Et elle me dit « Tu n'as pas accordé tes boucles d'oreilles à ton ensemble. » D'accord. Et je vous avoue qu'à partir de ce jour-là, en termes de management et de prise de recul, j'ai pris un bond de 20 ans, parce que ça aurait été n'importe quel des collaborateurs dans l'entreprise, je pense que je me serais énervée. Vraiment. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est pas grave. Le lendemain matin, en me préparant, j'ai assemblé mes boucles d'oreilles, je les ai assorties à mon ensemble et elle m'a dit que j'étais magnifique. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que ce partenariat, cette inclusion dans l'entreprise, c'est de l'achat responsable, c'est de l'inclusion. On en est fiers et on le promeut dans toutes les entreprises du groupe et on y arrivera et j'invite vraiment tout le monde à le faire. Et voilà, et donc c'est aussi une pression que je m'étais mise pour remercier toutes les équipes de chez Securlit parce que ce prix c'est tout le monde et merci aussi au jury.
Et enfin, votre coup de cœur, le projet qui a fait trembler les réseaux sociaux, on récompense le groupe SIPA Ouest France, le groupe de presse. Bien, je vois que la presse est bien représentée ce soir. Donc déjà un grand merci pour ce prix qui récompense à la fois une formidable aventure collective au sein de la rédaction Ouest France, mais également un engagement fort du groupe SIPA Ouest France en matière d'environnement et de RSE. Alors au début, quand on a initié ce projet, il y a un peu plus d'1 an, on n'imaginait pas que l'année 2023, elle serait la plus chaude jamais enregistrée sur Terre et que nous enchaînerions 11 mois, malheureusement, de records mensuels consécutifs dans la foulée. Non, la question à l'époque qui nous animait, c'était plus comment nous y prendre pour sensibiliser nos lecteurs à la réalité du changement climatique, mais ça à l'échelle de nos territoires. Certes, ces dernières années, et tout particulièrement depuis la mise en place de notre charte Ouest France pour un journalisme au niveau de l'enjeu écologique, nous avions multiplié le nombre de contenus pédagogiques autour du sujet, mais on sentait bien qu'il restait encore, que c'était très compliqué encore de toucher le plus grand nombre sur ces sujets. Alors d'abord parce qu'au-delà des pics records et des phénomènes extrêmes, il est presque impossible de percevoir concrètement l'ampleur du réchauffement climatique en cours. Ensuite parce que la situation actuelle, elle nous place tous face à nos contradictions et qu'il est plus simple de penser à autre chose et de glisser finalement ce sujet un petit peu sous le tapis. C'est ainsi qu'est née l'idée de cet outil interactif capable de rendre compte de l'évolution des températures dans chaque commune du pays avec sa simple date de naissance et sa ville de naissance. Et quelque part, il y a quelque chose de concret, mais aussi de ludique un peu dans cet outil, en se disant, voilà, moi je suis une personne de 56 ans par exemple, je vis en Franche-Comté, pourquoi pas à Besançon, et de constater qu'entre son année de naissance et aujourd'hui, la température de la commune, elle a augmenté de 2,07 degrés en moyenne pour une personne de 56 ans. Tu sais combien de fois ça a été consulté ou pas? Non, ça j'ai pas les chiffres. Mais on a besoin de le mettre un peu plus en visibilité, donc ce prix nous permet de le faire également. À côté de ça, les objectifs de l'accord de Paris qui sont de limiter le réchauffement à 2 degrés, on le sait bien, avant la fin du siècle, on voit bien qu'ils ont un sacré plomb dans l'aile. Donc un grand merci à Yves, pilote du desk, qui a imaginé, créé et mis en place cet outil, à Etsy pour son énorme travail de data réalisé à partir de la base de données de Météo France, que je remercie aussi de ce très beau partenariat. D'ailleurs, une V2 arrive avec effectivement les nouvelles données 2023. Merci à Gilda, notre chef de service infographique, qui a piloté ce projet. Et un grand merci bien sûr au groupe qui nous a permis de le mener à bien ce projet. À une période où les sujets environnementaux font un peu moins recette, je n'ai pas honte de le dire, c'est aussi notre modèle économique. Voire se trouve parfois même sur la sellette, on ne peut que se réjouir de travailler pour un titre indépendant, puisqu'en fait notre actionnaire, on en parlait de l'actionnariat tout à l'heure, c'est une association de loi 1901, l'association pour le soutien des principes de la démocratie humaniste, qui hisse la préservation de notre environnement au rang de ses valeurs. Et puis comme le GIEC le dit, nous en sommes tous convaincus, et je sais que mes confrères aussi, les médias ont un rôle crucial dans la perception qu'a le public du changement climatique. Et je vois Heidi qui acquiesce. Parce qu'on le sait bien, et Heidi l'a dit aussi à travers ses propos, il ne s'agit pas tant de convaincre les gens de changer que de les amener à réfléchir différemment. Et si cet outil participe un peu, alors on aura rempli une petite partie de notre mission. Merci à tous et à toutes d'avoir mis en lumière cette initiative.